Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Michel Porret. Bonjour et merci de Merci, votre invitation. merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avec nous et pas avec nous, puisque circonstances obligent, hein, ce salon du livre judiciaire se tient entièrement à distance cette année, ce qui n'empêche pas de réunir des auteurs de grands talents. Vous avez donc sur notre site les vidéos et les présentations d'une quinzaine d'ouvrages. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Michel Porret de son dernier travail, Le sang des lilas. Alors, Michel Porret, en quelques mots pour vos auditeurs, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève. Vous êtes un spécialiste de l'histoire des Lumières et plus précisément des questions de droit, des questions de justice, des procès, de la police, euh, des Lumières. Avec ça, donc, vous avez une thèse. Alors, j'ai noté le titre, un crime et ses circonstances, de l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières, selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève. Donc, on part vraiment sur de l'histoire des Lumières. Et vous avez derrière ça une œuvre qui puise à la fois dans ses premiers travaux de recherche. Vous avez travaillé sur la peur au XVIIIe siècle, la dernière sorcière de Genève, s'il me semble. Et en même temps, vous avez aussi des travaux qui ont des cadres plus larges. Vous avez travaillé à la fois sur la bande dessinée en histoire, vous avez un essai en 2019 qui vous présente plus comme un historien du présent, en ligne de mire. Et aujourd'hui, Le sang des lilas, qui croise un peu ces deux lignes de force. Vous avez à la fois le cœur de vos recherches, la justice, les procès, Genève aussi, et en même temps, on va dans un décor, si vous me permettez l'expression, un peu plus large, puisqu'on n'est plus au siècle des Lumières. On ne parle plus que d'un procès à partir d'archives sérielles. Ici, on va plus loin. On parle de regard des contemporains, de réaction des contemporains face à l'horreur, du dénouement d'un procès et de ce que ce dénouement nous dit aussi d'une époque. Voilà, c'est ça le sang des lilas en quelques mots. Mais je vais vous laisser nous en parler, nous présenter l'intrigue, Michel Porret, avec une question simple, si vous voulez bien, pour commencer. Elles seront toutes simples, il n'y a pas de piège. Simplement, pourquoi avoir écrit cet ouvrage d'abord? Et puis, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le procès? Très bien. Donc, merci de votre présentation, très, très gentille, très généreuse. Donc, Le sang des lilas, effectivement, c'est un travail qui porte premièrement sur la justice pénale au XIXe siècle, mais c'est un ouvrage, c'est une monographie dans laquelle j'ai essayé de nouer une autre thématique sur laquelle je travaille depuis un moment, c'est le rapport entre les experts et la justice, entre les experts de la médecine légale et la justice pénale. Le sang des lilas, c'est une monographie autour du plus grand crime familial commis à Genève à la fin du XIXe siècle, en 1885, un crime du faubourg, une femme désespérée, mélancolique, à bout de course, qui, la nuit du 1er mai 1885, égorge ses 4 enfants endormis et fait une tentative de suicide par empoisonnement. 3 des enfants sont décédés, un enfant survivra, et quelques minutes après, la scène du crime est découverte, notamment par le mari de Jeanne Lombardi, et se mettent en place, je dirais, pendant une année, deux choses assez fascinantes. Tout d'abord, une instruction criminelle colossale pour essayer de comprendre le passage à l'acte, le mobile, et puis pour savoir un peu qui elle est. Qui est cette femme, mère de 4 enfants, qui a décidé d'assassiner ceux à qui elle tient le plus. Donc ça, c'est une partie du travail de cet ouvrage, c'est montrer comment la procédure judiciaire va instruire le dossier pour arriver à un procès spectaculaire sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes, dans lequel va être posée la question de la folie. L'autre volet de cet ouvrage, de cette monographie, autour d'un fait divers, c'est vraiment une sorte d'expression de ce que le regretté Dominique Khalifa avait très bien montré dans son livre L'encre et le sang. C'est comment, à la fin du XIXe siècle, un fait divers criminel hors norme va nourrir toute une série de discours, toute une série de représentations. Et l'autre entrée de cet ouvrage, c'est montrer effectivement que le sang des lilas, dans cette Genève bourgeoise, libérale, radicale de la fin du XIXe siècle, va nourrir d'une part une
culture de faits diversières qui va se répandre d'ailleurs au niveau européen, puisque l'écho est européen. Et puis d'autre part, va mettre en scène, va mettre en marche le travail d'une quinzaine d'experts qui vont produire du discours, qui vont produire des savoirs, qui vont produire des éléments de compréhension utilisés par le juge d'instruction pour débattre pendant le procès qui aura lieu en juin 1886 autour de la question cruciale et qui est très cruciale à la fin du XIXe siècle. Est-ce que cette femme qui a commis ce meurtre, est-ce qu'elle est aliénée, ce quadruple meurtre, est-ce qu'elle est aliénée ou est-ce qu'elle n'est pas aliénée? Est-ce que c'est une folle? Est-ce que c'est une mélancolique? Ou est-ce que c'est une meurtrière hors norme? Et en fait, la monographie essaye de mettre ensemble la dimension sociale, la dimension urbaine de l'affaire et puis la dimension judiciaire qui aboutira, c'est la plus grosse procédure genevoise instruite pendant le 19e siècle, hein. C'est plusieurs kilos de papier, c'est absolument impressionnant, et qui aboutira au procès de Jeanne Lombardi et qui aboutira à un procès qui effectivement pourra faire triompher la thèse de l'aliénation, la thèse de la maladie mentale, puisque après 2 jours de procès, dans un palais de justice qui est transformé en place forte en raison de la curiosité sociale qui est gigantesque, je vous donnerai un détail tout à l'heure, eh bien, la cour d'assises va, suite au réquisitoire de l'avocat, suite à certaines expertises parmi les 15 experts aliénistes qui sont convoqués, eh bien, la cour d'assises va prononcer l'innocence de Jeanne Lombardi, mais son internement dans un asile psychiatrique immédiat. Voilà. Alors, il y Ça, a, c'est un peu la trame générale de l'ouvrage. voilà. Et dans cette trame, vous nous donnez trois pistes qui sont vraiment intéressantes. Il y a d'un côté ce que vous appelez la curiosité sociale, qui est hors norme, avec le cortège funéraire qui va être suivi par des milliers de personnes. Il y a la question de l'aliénation aussi, qui est très intéressante, puisque finalement, on en vient presque à forcer une sorte de rationalité. Enfin, on pourra en parler. Et puis, dernièrement, il y a le côté de la femme, hein. On en a un peu parlé encore, mais cette femme, elle nous interroge par certains aspects, par sa combativité, par sa défense aussi. Alors, si on prend les éléments un par un, tout d'abord sur la curiosité sociale. Pourquoi est-ce que ce procès, finalement, il y a eu déjà, vous évoquez dans votre ouvrage, hein, il y a eu des tristes affaires sordides semblables avant, il y a eu des tentatives de noyade d'enfants, ce genre de choses sont connues. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on a à la fois cette curiosité et en même temps ce procès démesuré? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Alors, c'est un moment qu'on pourrait dire le moment du drame de Coutances, puisque le quadruple égorgement a lieu à la rue de Coutances et ça devient le drame de la rue de Coutances, le drame de la nuit. La première chose qui exprime peut-être cette curiosité sociale absolument invraisemblable, c'est le retentissement que cette affaire a dans un milieu social extrêmement homogène à Genève, qui est le faubourg de Saint-Gervais, et qui est un faubourg populaire, artisanal, de petits commerces, de petites entreprises, de petites proto-industries, etc. Et dans ce faubourg, il y a une sociabilité de l'interconnaissance qui est gigantesque. Et dès que le crime est connu, dès que le quadruple égorgement est connu, il y a un émoi dans le faubourg qui est absolument énorme parce que tout le monde se connaît. Tout le monde connaît la famille Lombardi. Je rappelle qu'ils ont une boutique. Ils sont tailleurs. Hein. Le mari est tailleur, donc il a une boutique de tailleur qui est assez connue dans ce quartier. C'est le quartier Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. C'est le quartier de la Révolution radicale au milieu du XIXe siècle. Donc c'est un quartier socialement très chaud. Et le fait de cette interconnaissance autour de cette famille fait que finalement, cette nouvelle atroce, qui est très très vite connue en raison d'une investigation policière, judiciaire et médico-légale exemplaire, eh bien fait que la ville se retrouve en émoi absolu avec cette question: comment se fait-il que cette femme que nous connaissions, que nous voyons dans sa boutique, dont nous connaissions effectivement les chagrins conjugaux, puisque c'est le résultat aussi d'une accumulation de chagrins conjugaux notamment, eh bien comment se fait-il que cette femme ait pu égorger ses 4 enfants que tout le monde connaissait, hein, qui étaient vraiment les enfants du faubourg que chacun et chacune connaissait. Ça, c'est un des éléments qui explique la curiosité sociale. Il y a 2 éléments qui traduisent socialement cette curiosité. Vous l'avez rappelé au passage. L'inhumation des 3 enfants qui a lieu le lundi, eh bien, va attirer dans la rue. Il y a à peu près 60 000 habitants à Genève dans les années 1885. Et selon la police, selon la presse, il y a un cordon
hein, ininterrompue sur quelques kilomètres, d'à peu près 16 000 personnes, c'est-à-dire un Genevois sur quatre, qui assiste à la mise, qui assiste, je dirais, au départ des enfants pour le cimetière, c'est-à-dire au convoi funéraire. On va aussi dès le dimanche, dès le lundi aussi, puisque les choses se savent très vite. Il y a des espèces de pèlerinages qui sont organisés. On se rend à la morgue parce qu'on veut voir, on veut voir. Effectivement, évidemment, ça va être la morgue va se refermer. Mais il y a, je dirais, cet effroi collectif parce que, je dirais, ce fait divers associe deux figures antagonistes, la mère dénaturée, folle ou pas folle, et l'innocence égorgée. Et ça, je dirais, c'est explosif dans la sociabilité genevoise, comme dans toute sociabilité urbaine, j'imagine, à la fin du XVIIIe siècle. Il faut rappeler que Genève est une petite ville, hein, si on compare peut-être qu'à Paris, à ce moment-là, on a déjà, je pense, certainement dépassé le million d'habitants. Il faudrait vérifier. Donc, c'est une petite ville. Hein. C'est comme une petite partie, je dirais, d'une grande capitale comme Londres, Paris. Eh bien, cette intersociabilité, je pense, a joué un rôle énorme. Maintenant, il y a une autre médiatisation de l'affaire, évidemment, qui est cruciale, qui n'est pas uniquement genevoise, qui est européenne, c'est comment juger ce qu'on va appeler la folie devant les tribunaux. Et le retentissement européen, parce que j'ai montré que immédiatement, le sang des Lilas, le crime de Coutances, l'affaire Lombardie, va être couverte, cette affaire, par la presse anglaise, par la presse française, par la presse belge, par la presse allemande, parce qu'à l'ordre du jour, à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, il y a cette question sur la responsabilité, sur le rôle des experts. Est-ce que l'asile psychiatrique est un lieu idoine pour soigner ce type de personnes? Donc, il y a cette double attention, une Alors, attention sociale et une attention épistémologique sur la folie. alors justement, on arrive au deuxième point, mais je voulais vraiment marquer cette transition, la question de la folie. Finalement, on s'y attend pas tout de suite à la question de la folie, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive, il y a des raisons, il y a le désespoir de cette femme, sa pauvreté, son sentiment d'abandon. On peut comprendre ce geste sans en arriver à la folie. Et pourtant, c'est la folie qui l'emporte comme explication. Comment est-ce que vous expliquez finalement pas le verdict, mais cette insistance sur la folie de la femme? Je crois qu'il y a trois éléments ici qui reprennent bien cette idée. D'abord, il y a un juge d'instruction qui fait un travail phénoménal pour comprendre qui est-elle, Mm. qui est cette femme qui égorge, qui essaye de tuer, mais qui en tue trois de ses enfants alors qu'il dort. Donc ce travail du juge d'instruction va aboutir à ce qu'il a à disposition. Moi, en tant que juge, je peux me prononcer sur la violence, sur le passage à l'acte, sur le mode opératoire, etc. Mais si je veux savoir qui elle est, j'ai besoin d'un autre savoir. Et cet autre savoir va se déployer très rapidement dans l'affaire Lombardie, je dirais, motivé par deux protagonistes. D'une part, le procureur général, qui va défendre jusqu'au bout la thèse d'un crime rationnel, je vous expliquerai pourquoi dans une minute, et puis d'autre part, un protagoniste essentiel de l'affaire Lombardie, qui est l'avocat, qui est un très grand avocat pénaliste, Adrien Lachenal, membre du Parti radical, donc le radicaliste du 19e siècle. Ce Adrien Lachenal aura une très grande carrière politique, puisqu'il ira jusqu'à être président de la Confédération suisse au XXe siècle. Et Adrien Lachenal, qui est un pénaliste extrêmement éclairé, a compris qu'il peut faire deux choses avec cette affaire. D'une part, en faire l'affaire véritablement qui sera celle, je dirais, de son ministère d'avocat, et puis de son magistère d'avocat, et puis d'autre part, il a compris que si on veut répondre à la question qui est-elle, eh bien, la culture judiciaire, la culture juridique n'est pas suffisante. Donc, il va, Lachenal, qui a un très grand réseau, je dirais, européen, de juristes éclairés, d'aliénistes, va immédiatement motiver d'autres savoirs qui vont commencer, je dirais, d'investir cette femme pour répondre à la question, mais qui es-tu? Et pourquoi tu fais cela? Et en fait, dans la procédure, c'est une des explications du volume absolument invraisemblable de cette procédure, et c'est nouveau. C'est la première fois dans la culture juridique genevoise du 19e siècle qu'une procédure est à ce point psychiatrisée, mais parce qu'il y a deux individus à un moment qui ont compris qu'un des enjeux actuels en 1885 pour la justice pénale se trouvait du côté des experts psychiatres,
des aliénistes, eh bien Adrien Lachenal va s'adresser à des sommités. Kraft Hebing à Vienne, le docteur Ladame à Genève, le docteur Châtelain dans les Pays de Vaud, des individus, des médecins qui ont une très grande pratique, notamment de l'asile, et notamment qui ont écrit beaucoup de choses sur la dangerosité liée à la folie. Et donc, ils vont faire entrer dans la procédure un nouveau savoir. Il existe déjà, hein, on pourrait remonter à l'affaire Pierre Rivière, hein, qui est un cas, je dirais, de ce travail que font les aliénistes autour d'une figure épouvantable aussi, puisque c'est aussi un crime familial, celui de Pierre Rivière. Mais à Genève, je dirais, il y a une sorte d'accélération pour essayer de comprendre qui est cette femme. Tous les journaux en parlent, tous les journaux posent la question. Les journaux protestants, les journaux catholiques, les journaux radicaux, les journaux libéraux. Dans une petite ville comme Genève, la presse va doubler presque le nombre de son tirage autour de cette question, qui est-elle? Et ce qui revient comme une sorte de refrain social, est-ce que c'est une mère dénaturée, un monstre, ou est-ce que c'est une femme malade? Et en fait, ces protagonistes du procès, le juge d'instruction, le procureur général, qui va jusqu'au bout défendre la thèse de la rationalité, et l'avocat Lachenal, qui a compris que ce procès permettait de faire ce qu'il va dire très fortement pendant le procès, c'est faire reculer, je dirais, le pénal devant le pathologique. En fait, il a compris que c'est une affaire non pénale, mais que c'est une affaire pathologique. Et comment, d'une certaine manière, on va basculer dans le pathologique? Eh bien, Lachenal va plaider une thèse qui est défendue notamment par l'aliéniste Kraft Hebing de Vienne, qui a examiné la procédure, qui a reçu tous les papiers. Lachenal a aussi examiné très longuement, vous savez, c'est une méthode, c'est une façon de faire à la fin du 19e siècle. On va demander aux aliénés d'écrire une autobiographie. C'est une commande. Donc on commande d'une certaine manière à Jeanne Lombardi, qui est enfermée à la prison jusqu'à son procès, on lui commande ce qu'on appelle le mémoire. Donc elle écrit un long mémoire de 100 pages, très bien rédigé, assez bien orthographié, dans lequel les aliénistes lui posent la question, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'as-tu fait? Et pourquoi as-tu fait cela? Et en fait, ce sont les quatre ou cinq questions classiques qui essayent d'établir la personnalité coupable, la personnalité malade. Est-ce que c'est une personnalité coupable, rationnelle? Est-ce que c'est une personnalité malade? Donc ça explique l'emballement, je dirais, c'est un procès qui va emballer, qui fait que les savoirs psychiatriques, les savoirs aliénistes s'emballent et produisent, in fine, mais difficilement, parce que le jury ne va pas être tout à fait convaincu, produit la possibilité d'une plaidoirie historique d'Adrien Lachenal, qui va être éditée notamment au début du XXe siècle dans une anthologie très célèbre en France avec les meilleures plaidoiries de l'histoire judiciaire, qui va lui permettre de dire, messieurs, les jurés, vous ne jugez pas un criminel, vous ne jugez pas une meurtrière, vous jugez une femme qui a commis par mélancolie un suicide élargi. On ne peut pas punir pénalement quelqu'un qui commet un suicide. Et il divise tellement bien le jury que le jury va répondre, sans entrer dans les détails, va donner une réponse parfaitement, je dirais, divisée à 50% contre 50%, c'est-à-dire 6 voix contre 6 voix, et le juge d'instruction choisira la meilleure solution pour elle, c'est-à-dire l'innocence, mais l'enfermement immédiat. Par rapport à la question qu'on avait posée sur la folie et le procès, c'est la première fois à Genève, disons que c'est une rupture à Genève, dans la manière de juger un criminel fou, ou un criminel qui a commis, je dirais, qui a commis un crime dont le code pénal reconnaît le fait qu'il n'a pas son libre arbitre ni sa conscience. Parce que jusqu'à l'affaire Lombardie, lorsqu'on jugeait quelqu'un de comparable à elle, on négociait avant le procès un internement administratif. Et c'est ce qui a été négocié avant le procès Lombardie. L'avocat Lachenal a négocié avec le chef de la police, parce qu'il pensait véritablement porter la partie, en disant, si la Cour innocente, parce qu'elle est innocente et pénalement, c'est ce qui est intéressant dans cette affaire, elle est innocente et pénalement, si la Cour l'innocente, je demande qu'à peine le verdict prononcé, elle soit immédiatement internée pour des soins psychiatriques. Et une année après, donc c'est ce
qui va arriver, elle est internée pour des soins psychiatriques, et une année après l'affaire Lombardi à Genève, le code de procédure judiciaire va être transformé et on va introduire, pour la première fois dans l'histoire genevoise, la question de pouvoir poser légalement la question de la folie en cour d'assises, pour éviter l'internement administratif, pour faire que l'internement, je dirais, l'internement en asile psychiatrique, dans le cas d'une folie avérée, soit un acte légal et non plus un acte, je dirais, de police administrative. Et ça, c'est une rupture. Alors, on comprend vraiment, grâce à vous maintenant, le pourquoi de cet ouvrage. C'est beaucoup plus que l'affaire Lombardie. Effectivement, c'est la rupture qui nous intéresse avec cet avènement du pathologique qui prend le pas sur le pénal ici. La dernière chose dont on peut parler, on va devoir le faire très rapidement, malheureusement, mais peut-être que c'est au lecteur aussi d'aller ensuite se saisir de l'ouvrage et se faire son avis. C'est la question de cette femme, elle a une vie après le procès. C'est ça qui est intéressant aussi. Déjà, il y a beaucoup de choses d'intéressantes. Son autobiographie, c'est passionnant. La façon dont elle se défend, cette thèse du suicide élargie aussi, mais au-delà de ça, sa vie après le procès. Cette personne, elle mérite peut-être qu'on en parle. Quelques mots, Michel Porret, sur Jeanne Lombardi, pour finir. En deux mots, je suis bavard, excusez-moi. Non, non. Donc, Jeanne Lombardi est internée le 1er juin 1886 à l'asile psychiatrique pour subir des soins. 7 ou 8 ans après, elle écrit une lettre au Conseil d'État de Genève, qui est l'autorité exécutive à Genève, qui est le pouvoir exécutif, où elle demande d'être examinée par des experts parce qu'elle estime qu'elle est guérie. Maintenant, c'est très compliqué de savoir si c'est une démarche autonome ou si c'est encore la dernière carte que joue Adrien Lachenal, qui est très, très impliqué dans les milieux aliénistes. Et donc, là, la démarche est compliquée. Mais toujours est-il qu'après une certaine hésitation, parce que le Conseil d'État est quand même très surpris de voir qu'une aliénée d'origine savoyarde en plus, qui est enfermée à Genève pour des soins psychiatriques, dit qu'elle est guérie et qu'elle veut être réexaminée. Toujours est-il que le Conseil d'État entre en matière, va mandater 2 très grands aliénistes qui arrivent de Zurich, qui l'examinent et qui font un double geste, et qui est très intéressant au niveau de l'histoire des savoirs psychiatriques et des savoirs aliénistes. Le premier geste qu'ils font, ils disent effectivement, elle est guérie, on peut la libérer, on peut la sortir de l'asile. Et puis le deuxième geste que ces experts qui viennent de Zurich disent, c'est là où le point est intéressant, l'asile a fait son travail. Les collègues de l'asile ont fait leur travail. On peut vous montrer qu'on peut guérir la folie, qu'on peut guérir la mélancolie, qu'on peut guérir la maladie mentale. Donc c'est à la fois une expertise politique, institutionnelle, qui joue dans le jeu. Je vous rappelle que les années 1870-1880, un peu partout, hein, c'est l'époque de la grande offensive des asiles qui vendent leur légitimité. Donc Jeanne Lombardi sort de l'asile psychiatrique grâce à cette expertise. Elle est expulsée de Genève. Et pendant plusieurs années, moi, je l'ai perdue de vue. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle était devenue. Et sans entrer dans les détails, vous lirez le livre pour savoir comment je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée, en fait, 7 ou 8 années plus tard, installée à Sétif, en Algérie, où elle fait un troisième mariage, parce qu'il y avait eu un premier mariage avant le mariage avec Joseph Lombardi. Elle fait un troisième mariage à Sétif, avec un ouvrier agricole français qui a émigré, comme beaucoup d'ouvriers agricoles suisses et français qui émigrent à Sétif, qui est un endroit très important pour le travail agricole. Donc, elle épouse là-bas un ouvrier agricole et elle va donner naissance à un cinquième enfant, d'une certaine manière, en fait un sixième, parce qu'elle avait avorté d'un autre enfant avant d'égorger ses 4 premiers enfants à Genève. Elle va donner naissance à une petite fille et c'est là où je la perds définitivement. Donc, il y a chez Jeanne Lombardi quelque chose qui est de l'ordre de la combativité. Et puis en termes, moi j'aime pas beaucoup ce terme, mais disons en termes médical ou psychiatrique, elle fait une résilience absolue d'une certaine manière, puisqu'elle se reconstruit totalement en ayant coupé tous les ponts avec l'Europe, en ayant coupé tous les ponts avec Genève, en ayant coupé tous les ponts avec sa famille savoyarde, puisqu'elle est savoyarde d'origine. Elle se reconstruit une vie quelque part de l'autre côté de la Méditerranée. Donc le dernier point qui m'a intéressé dans cette monographie, c'est que je crois que sans faire une histoire, toujours des représentations, des discours, etc., comme on le fait beaucoup maintenant, il s'agit de prendre au sérieux la culture juridique, au sérieux la culture psychiatrique, et de voir qu'un fait divers, en fait, au-delà du
en gros de la représentation du petit journal, de l'effroi, etc. C'est Ouais. véritablement essayer de comprendre les mécanismes de la souffrance individuelle, et puis d'une certaine manière de la souffrance sociale, parce qu'il y a une souffrance sociale collective lorsque 16 000 personnes assistent à l'inhumation des trois enfants. Donc Ouais. ça, c'était un petit peu le point, je dirais, final qui m'a intéressé dans cette affaire hors norme. Très bien. Pour reprendre l'affaire hors norme, on renvoie les lecteurs. Hop, le sang des lilas, tout est sur la page de notre site, hein, sur l'association Chez française. Georg à Genève. Voilà, chez Georg à Genève. Et puis sur l'Association française pour l'histoire de la justice, vous aurez toutes les informations pour vous procurer l'ouvrage. Merci beaucoup, Michel Porret, d'avoir été avec Merci, nous, même à merci à vous. distance, même dans ces circonstances, pour nous présenter votre ouvrage. Un dernier mot, moi j'ai été aussi particulièrement agréablement surpris par le dossier iconographique à la fin de l'ouvrage. Il y a un très riche dossier en couleur avec des images qui interrogent, surtout quand on découvre un peu le milieu de l'aliénation, ce qui était mon cas, qui choquent parfois aussi et qui nous font véritablement prendre au sérieux le travail des experts qui se sont penchés sur le procès. On est loin d'un fait divers, c'est beaucoup plus que ça, comme vous nous l'avez rappelé. Merci beaucoup, Michel Porret. Merci à vous. Bonne journée.